suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu plus le thème de la rigueur, tout en arrivant à rester bienveillant, et que l'un est aussi important que l'autre. Bienveillant seul, sans clarté, ça peut mener à la frustration, et rigueur, cadre seul, ça peut vite devenir un petit peu ennuyeux. Comme d'habitude, je vais vous expliquer les concepts, et il y aura également quelques illustrations. Évidemment, je rappelle, un des éléments clés de cette bienveillance, justement, c'est d'accepter les noms. Et donc, accepter les noms, c'est pas seulement accepter seulement les noms où le cheval crie, où le cheval doit vraiment devenir agressif pour pouvoir faire comprendre son nom, c'est aussi comprendre les petits noms, les petits détournements de tête, le cheval qui perd de l'intérêt, etc. Important aussi de ne pas reproposer 10 fois. Si le cheval dit non, je vous dis toujours on arrête et on repropose, mais attention, pas reproposer 10 fois le même exercice exactement de la même façon. Il faut que quelque chose change. Donc ça peut être simplement de redécontracter parce que le cheval est un petit peu tendu, le cheval n'est pas vraiment là, et donc du coup il n'est pas capable de dire oui, ça peut être juste ça, mais ça peut aussi être présenter l'exercice autrement. On va voir un exemple tout de suite, ou carrément changer d'exercice, parce que cet exercice-là, c'est trop tôt, c'est pas demander 10 fois jusqu'à que le cheval cède et se rende compte que oui, là on a un oui, parce qu'on l'a eu à l'usure. C'est pas non plus, soudoyer avec des récompenses, ça on en a déjà parlé, venir avec des récompenses de plus appétantes, par exemple, mettre un seau de grain dans le van, alors oui, le cheval va monter pour avoir le seau de grain, mais est-ce qu'il sera vraiment ok avec la situation? Peut-être pas complètement. Donc de nouveau, il y a d'autres moyens d'y arriver, en conscience, en motivation, sans avoir forcément besoin de poser un seau de grain dans le van. Donc voilà, si le cheval n'a pas répondu correctement, nous a dit non pendant l'exercice, on va reproposer autrement. Ça, je vous avais déjà donné l'exemple de la petite jument qui, dès que la balle n'était plus dans ma main, elle ne comprenait plus qu'il fallait la pousser. Du coup, j'ai mis la balle sur des objets, mais j'avais toujours ma main à proximité, voire carrément entre la balle et l'objet, et petit à petit j'ai décalé ma main pour qu'elle fasse l'association. Pareil ici avec Abantos, je lui avais proposé de venir sauter dans le cerceau, exercice qu'on avait déjà fait il y a assez longtemps, mais il avait tendance à le faire un petit peu en pression. Là je suis très contente parce qu'on a réussi à l'avoir vraiment dans le calme, au pas, un petit peu trop également, mais vraiment d'avoir un cheval qui vient dans ce cerceau de manière détendue. Par contre, quand je lui proposais simplement de tourner autour de moi et de passer dans le cerceau, ça l'intéressait pas trop. J'avais de temps en temps un cheval qui passait à côté du cerceau, ou un cheval qui passait mais sans grand dynamisme, je le sentais pas très intéressé. Donc là de nouveau, qu'est-ce que j'ai changé ? J'avais un cheval très détendu, donc j'avais pas besoin ici forcément de remettre de la décontraction. J'avais un cheval qui avait compris l'exercice, mais qui n'était simplement pas motivé, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé ma façon de le demander, et si ça n'avait pas marché, après j'aurais carrément changé d'exercice. Pour aujourd'hui, de nouveau, c'était peut-être pas le jour de faire ça, on le repropose un autre jour, et hop, c'est bon. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu plus de mouvement. Je me suis éloignée avec le cerceau, et je lui ai proposé de revenir vers moi de loin, que ce soit au pas ou au trot, et de revenir vers ce cerceau et de passer dedans. Et là, ça l'amusait beaucoup plus, parce que je bougeais du coup beaucoup avec le cerceau, et puis par moments, hop, je le rappelais, et il passait dedans. Et ça, il a trouvé ça très fun. Et donc voilà, là j'avais un vrai oui, et pas un oui qu'on a eu sur l'usure. Pareil, je vous avais déjà vu dans la vidéo des semaines précédentes quelques extraits du travail avec le poulain Ottawa et sa propriétaire Lucie, où je vous expliquais également comment on apprenait au poulain à donner ses pieds, comment on introduisait tous les petits éléments de travail sous forme de jeu. Donc là, vous allez encore avoir des extraits dans cette vidéo et vous allez voir qu'ils ont bien progressé. Mais c'est pareil, avec ce poulain, même si on est dans la bienveillance, même si on est beaucoup plus axé encore sur le jeu, qu'on passe vraiment par le jeu, par ses propositions pour lui apprendre des choses, mine de rien, quand on a un non, quand on a un stop, c'est un non. Par moment dans la séance, comme on travaille beaucoup en liberté, il peut se déconnecter, de nouveau, on ne court pas derrière lui, on reste au centre de la piste, on va s'intéresser à des petits jeux au centre de la piste, et puis Ottawa va revenir de lui-même, même s'il met un petit peu de temps, c'est pas grave, au moins il va faire sa pause, et ensuite il revient quand il a de nouveau envie de partager. On cherche vraiment à ne pas forcer à ce qu'il se sente obligé de rester pour faire les choses, mais que ça reste toujours un plaisir. Et donc quand il en a assez, si on n'a pas fait la pause assez tôt, si on l'a pas vu assez tôt, c'est pas grave. On laisse s'en aller et on réattire ensuite à nous par la suite. Et surtout, avant de chercher à réattirer, on observe, on regarde s'il a besoin de sa pause, il a besoin un petit peu de se déconnecter, c'est pas grave.
ensuite il revient quand il est prêt, et du coup c'est beaucoup plus fort parce que quand il revient, c'est lui qui est prêt, c'est lui qui a envie de refaire. Souvenez-vous la séance en duo, j'avais travaillé tout seul avec Abanto, je l'avais laissé brouter, entre-temps j'avais été chercher Karel, j'avais travaillé un petit peu avec elle. Abanto n'était pas revenu tout de suite, il avait fait vraiment une bonne pause, et puis d'un coup, hop, il était revenu, et c'était le moment qu'il avait envie de reprendre, et après il s'est plus du tout déconnecté, il était revenu de lui-même, c'était vraiment le bon moment. Et donc c'est pareil, avec ce poulain, on est vraiment dans cette bienveillance, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de la rigueur. Et ça, voilà, vous aurez encore des exemples un petit peu plus loin dans la vidéo, notamment avec Ottawa. Donc avec Ottawa, on continue à travailler sur ses propositions, on prend ses propositions et on cadre. Ici, en début de séance, il s'était intéressé à un gros ballon qu'on avait mis au centre de la carrière, et ça de manière générale avec un poulain, venir mettre des objets un petit peu partout, pour qu'il puisse choisir, il puisse nous dire avec quoi il a envie d'interagir, avec quoi il est curieux. C'est super chouette pour donner justement, après le thème, l'axe de la séance. Donc il vient pousser ce ballon, il pousse de lui-même, ça l'amuse beaucoup. Et là, ici, on a vraiment un cheval qui est dynamique et sans tension. Et ça, c'est vraiment la meilleure attitude pour pouvoir proposer un petit peu plus de jeu dans l'allure. Et souvenez-vous, avec sa propriétaire, il n'avait jamais encore vraiment trotté. On l'avait vu trotter un petit peu sur le stress, mais ils n'avaient jamais pu vraiment jouer ensemble. Et là, on a pu vraiment partir de cette belle attitude, de cette belle envie avec le ballon, pour lui proposer de venir rejoindre sa propriétaire au trot. Quand elle prend le ballon, hop, elle met un petit peu d'énergie, et tout de suite, c'était une évidence pour lui, il est parti au trot. Donc comme quoi, il faut pas vouloir absolument le trot, il faut vraiment attendre ce bon moment, avoir la bonne énergie, la bonne attitude pour pouvoir le demander, pour pouvoir le proposer. Et une fois que le cheval l'a donné, là, après j'ai dit à sa propriétaire, là tu mets un code, là tu lui dis à la voix « trotte ». Là tu associes vraiment ça. Et après, elle a pu retrotter en lui redemandant vraiment, et donc quand il démarrait pas tout de suite, hop, elle mettait le mot « trotte », et là, il basculait dans l'allure. Mais du coup, on est vraiment parti d'une motivation intrinsèque, où le poulain s'est mis de lui-même à trotter parce qu'il en avait envie, il a associé ça à beaucoup de positifs, et après, du coup, c'est beaucoup plus facile à le redemander, et l'apprentissage se fait de manière beaucoup plus aisée. Pareil, après il était vraiment très collé à ce ballon, il le suivait beaucoup avec la tête, donc on a proposé un autre petit apprentissage, un autre petit jeu, c'est un tour d'ailleurs qui est assez connu, s'amuser à passer le poids d'un antérieur à l'autre, avoir un cheval qui danse un petit peu comme ça d'un antérieur sur l'autre, on a commencé à pouvoir l'avoir un petit peu grâce au ballon. De nouveau, on ne cherche pas la perfection du mouvement, mais plutôt la perfection du moment, avoir un bon moment de partage. Sur la base de la proposition, on va petit à petit cadrer le mouvement, que ce soit confortable pour le cheval. On indique la direction, mais c'est le cheval qui choisit vraiment la position dans laquelle il se met, on n'est pas du tout dans le contrôle, et petit à petit, on va lui proposer quelque chose d'un petit peu plus carré, d'un petit peu plus rigoureux, mais vraiment à son rythme. Et de manière générale, que ce soit avec les nouveaux objets, les nouveaux exercices, ça déjà je vous l'avais dit, c'est super chouette d'introduire ça, une petite nouveauté en fin de séance, pour que le cheval reste sur l'envie de faire, l'envie de partager, on lui montre une petite chose, mais on va pas jusqu'au bout, pour qu'il reste de l'envie pour la fois prochaine. En sachant que les jeunes poulains, ils ont vraiment 5-10 minutes de concentration, des chevaux plus âgés peuvent aller jusque 20 minutes. Attention, de concentration à l'affilée. Mais la séance peut être beaucoup plus longue, si entre-temps vous faites des pauses, des moments de détente, des moments de brouting, une petite balade éventuellement au milieu. Vous voyez qu'avec mes chevaux, les séances elles durent très longtemps. Pourquoi ? Parce que on va brouter, on va se balader, on fait un truc, on fait une pause, puis on change d'exercice, puis on va faire un peu en duo, puis on retourne un petit peu en solo. Voilà, et du coup ça peut durer très longtemps. Par contre, sans pause, avec un cheval adulte, on est à peu près sur 20 minutes de concentration. Et ça, c'était d'après une étude d'Hélène Roche. Également, avec un jeune cheval, on a tendance à dire va falloir faire l'exercice de manière très rigoureuse, tous les jours un petit peu, pour qu'il puisse comprendre. Eh bien non, c'est complètement faux. Ça, c'est pas de la rigueur, c'est de nouveau du travail à l'usure. Faut pas confondre rigueur et usure. Un exercice une fois par semaine, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, parce que de nouveau, vous allez lasser votre cheval, il n'aura pas envie de refaire. Un cheval apprend beaucoup mieux avec une fois par semaine, un exercice, et puis vous variez. Vous faites un petit peu tous les jours, mais à chaque fois des choses différentes. Et puis la semaine d'après, vous revenez à un des apprentissages de la semaine d'avant. Et puis pensez en fin de séance à introduire un nouvel objet, introduire une petite nouveauté, rien demander, arrêtez là-dessus, pour que le cheval ait envie d'en savoir plus. Toujours quitter la séance en se disant « mon cheval, il a encore envie ». Moi, je suis toujours un petit peu déçue quand mes chevaux, je quitte la séance et qu'en fait, c'est eux qui m'ont dit « stop ».
Voilà, je me suis pas arrêtée assez tôt. Et sécuriser, quand je vous parle toujours de sécuriser l'espace, sécuriser le cheval, c'est ça aussi. C'est mettre justement un petit peu des choses dans la carrière, mais rien demander. Faire vraiment des conversations cheval, lui dire « Allez, viens, on va voir ça avec moi. Allez, viens, on va marcher là ensemble. » sans demander absolument un exercice. Et puis quand on va s'approcher des objets, on va poser la question au cheval « Tiens, à quel degré ça te fait peur ?» Si ça lui fait pas peur du tout, c'est très bien, du coup c'est un non-sujet. Par contre, si ça fait un petit peu peur, ça veut dire qu'on va devoir travailler un petit peu là-dessus, toujours pareil, en partant de la zone de confort du cheval. Mais voilà, on commence toujours par demander, à quel degré ça te fait peur ça ? Parce que la peur, c'est jamais une question de compréhension, d'apprentissage, mais toujours de système nerveux, et donc de nouveau, qu'il faut venir relâcher, décontracter. C'est pour ça quand je vous dis qu'on a un nom, on redemande jamais de la même façon derrière, mais simplement des fois vous pouvez avoir l'impression dans mes vidéos que si elle redemande exactement de la même façon, non, c'est peut-être simplement qu'entre-temps j'ai décontracté, j'ai relâché, parce qu'il y avait un petit stress, une petite appréhension, et donc dans ce cas-là, c'est pas une question de compréhension, c'est pas une question d'apprentissage, c'est une question de système nerveux, donc on vient relâcher. Et quand on parle justement du relâchement du système nerveux, c'est là aussi que se joue la réécriture de la mémoire. Souvenez-vous, je vous ai déjà beaucoup parlé de ce concept. Et notamment dans le petit short qui est sorti quelques jours avant cette vidéo, je vous avais montré un comportement et je vous avais demandé que dit le cheval ici. Je vous remets l'extrait ici. Ce qui se joue ici, c'est bien le système nerveux qui se régule, la mémoire qui se réécrit. Et donc ça s'est passé juste après une séance, c'est avec la jument dont je vous avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, qui était très agressive et avec laquelle on avait travaillé pour lui changer son mécanisme de défense de l'agressivité vers la fuite, s'en aller pour décharger ses tensions ailleurs. Après une séance où on a changé comme ça sa réponse, on lui a donné une nouvelle réponse à une même situation. Donc on a reprovoqué la tension qui était à l'origine des comportements d'agressivité. On est venu tout de suite relâcher, décontracter avant que ça passe en agressivité et tout de suite proposer une nouvelle réponse afin de supprimer cette précédente réponse d'agressivité. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Quand la séance justement a bien marché, le système nerveux va venir se réguler, va venir réécrire, et donc dans ce processus de réécriture, c'est assez fou à voir. Là, j'ai vraiment eu la chance de rester assez longtemps après la séance pour voir ça, justement. Voir vraiment ce processus à l'œuvre, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc là, on a la jument qui va remimer, revivre cette tension, et tout de suite derrière relâcher. Elle va revivre chaque petit mouvement qui était avant le début de sa réponse d'agressivité. Donc là, on a vraiment les oreilles qui commencent à se plaquer en arrière, le museau qui se pince, on a également le petit mouvement de la tête un petit peu sur le côté, ça c'est quand on lui demandait de les plier et qu'elle disait non, elle commençait par dire non ainsi, et donc c'est toujours à ce moment-là qu'on arrêtait, qu'on relâchait, qu'on venait proposer une autre réponse, et donc elle revit toutes ces tensions, tous ces mouvements de début d'agressivité, et tout de suite derrière on voit elle relâche, donc soit elle secoue la tête, soit elle mâchouille, soit elle vient carrément bâiller, donc ça c'est un relâchement plus fort, le mâchouillement c'est le relâchement le plus de surface, c'est celui qu'on voit d'ailleurs le plus régulièrement. Par contre quand on a un cheval qui souffle, qui s'ébroue, qui bâille, là ce sont des relâchements beaucoup plus profonds, et donc évidemment des relâchements qu'on cherche beaucoup plus, et l'ébrouement c'est le relâchement le plus fort. Et donc là, c'est assez impressionnant à voir, à savoir qu'avec des chevaux vraiment traumatisés, ils peuvent avoir des comportements beaucoup plus impressionnants. On peut avoir des chevaux dans ce processus comme ça de réécriture qui vont venir après la séance, voire même pendant plusieurs jours, venir cabrer, ruer, et puis tout de suite derrière relâcher. Et donc ça peut être assez impressionnant pendant plusieurs jours suite à cette séance, où on a vraiment travaillé sur cette régulation du système nerveux, sur cette réécriture. Et quand on vient relâcher également profondément les tensions comme ça, on peut avoir un système nerveux aussi qui va vraiment comme rentrer en hibernation. On avait eu le cas avec le petit cheval qui était vraiment exclu du troupeau, quand on avait bien relâché toutes ces tensions, il avait dormi pendant plusieurs jours. Donc quand on agit sur le système nerveux, on peut vraiment avoir des résultats très puissants. Attention dans tous ces apprentissages au cheval qui prend sur lui. Ça peut du coup un petit peu biaiser. Et ça, beaucoup de chevaux qui ont été habitués à travailler dans les méthodes classiques, c'est des chevaux qu'on a habitués à prendre sur eux et à faire quand même. Là, c'est des chevaux qui vont du coup avoir une attitude à la fois de tension et à la fois de curiosité. C'est-à-dire qu'ils vont s'approcher de quelque chose qui leur font très peur, mais en soufflant, avec des naseaux énormes, des yeux exorbités. On sent qu'ils ont vraiment très très peur, mais ils y vont quand même. Donc ça, c'est vraiment le meilleur combo pour associer le stress et la curiosité. Et donc ça, quand on a ça,
c'est vraiment très important de dire au cheval, de lui réapprendre en fait, de lui réapprendre à se comporter comme un cheval normal le ferait, c'est-à-dire on va aborder la chose à ton rythme et tu ne dois pas aller au-delà de ta limite parce qu'il va rien t'arriver, on va pas te taper dessus si tu n'y vas pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Surtout on s'éloigne, on revient à un endroit où il n'y a plus de tension, de nouveau toujours la même idée, et puis après on approche progressivement. Et de nouveau pareil, dès qu'on sent un petit peu de tension, on revient en arrière. Plus de tension, on peut réavancer. Et toujours, quand on fait reculer le cheval, ça je vous le répéterai jamais assez, c'est toujours avant que le cheval ne choisisse la fuite, ou avant que le cheval utilise sa défense. Si par exemple, comme dans le cas des pieds, je vous avais montré dans la vidéo précédente avec le poulain Ottawa, pour lui apprendre à donner son pied, à s'habituer au contact avec la main, on enlève la main avant que le poulain n'enlève son pied de notre main. Parce que sinon, là, ça ne sert à rien. En fait, c'est un non-événement. On n'a rien appris au cheval. Alors que si on enlève la main avant qu'il réagisse, ou qu'on fait reculer le cheval avant qu'il décide de prendre la fuite et de reculer de lui-même, là, on lui apprend qu'il n'a pas besoin d'utiliser ses défenses, qu'on le lit très bien, qu'on le comprend très bien, et donc on réagira toujours avant lui. Du coup, il se relâche, du coup, il se détend, du coup, il est moins en vigilance, et du coup, il peut apprendre. Et du coup, à chaque fois, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Si par contre, vous réagissez toujours trop tard, en effet, cette méthode-là ne fonctionnera pas parce que vous êtes à chaque fois dans un non-événement. Vous laissez le cheval fuir, alors très bien, du coup, vous n'empêchez pas la fuite, vous ne le traumatisez pas, mais du coup, ça ne lui permet pas d'aller plus loin la fois d'après, parce que simplement il se dit j'ai peur, je m'en vais. Bon, voilà. Alors que si vous dites c'est moi qui te montre ce qu'on va faire, le cheval se dit mon humain me lit très bien, je peux me reposer sur lui, du coup il se relâche, du coup il n'est plus dans je vais fuir, je vais me défendre, c'est je vais me poser sur ce que mon humain me dit, si mon humain est juste, tout va bien, et du coup à chaque fois il va vous suivre un petit peu plus loin. Donc voilà, très important de vider l'attention, même si le cheval, on a l'impression qu'il veut tirer pour aller voir. S'il veut tirer pour aller voir en étant détendu, vous l'avez déjà vu avec Caresse quand on découvre des nouvelles choses en piste, c'est elle toujours qui m'emmène vers. Ça c'est super, mais elle m'emmène vers en mode curiosité et décontraction. Elle m'emmène pas en mode curiosité et stress. Donc toujours voilà, des petites nuances. Donc voilà, un cheval qui prend sur lui, c'est un danger d'explosion, un danger donc pour lui-même et pour l'humain. Et d'ailleurs, Valérie Gagné de chez Psychologie du Cheval, avec qui nous avions tourné une vidéo, elle parle des 4 phases de stress, elle en parle souvent dans ses vidéos. Et ça, j'aime beaucoup ça, parce que ça rejoint exactement ce que je vous ai dit là, et donc c'est pour ça que je vous place cela ici. Elle parle des 4 phases où on a donc d'abord le cheval qui est détendu, décontracté, et c'est toujours ce qu'on recherche. On a le cheval qui commence à être un petit peu inquiet, en alerte, et donc là ça veut dire qu'on est à la limite psychologique. Et donc voilà, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à cet endroit-là qu'il faut reculer, c'est à cet endroit-là qu'il faut arrêter. Parce que la phase d'après c'est quoi? C'est tout ce qui est défense. C'est là vraiment la panique. Donc on va avoir le cheval qui va être en fuite, en lutte, ou qui va se figer. Si vous réagissez seulement à ce moment-là, c'est trop tard, parce que le cheval a déjà pris cette décision et a déjà été dans sa défense. Et la 4e phase, c'est quoi? C'est la résignation acquise, où là, on a littéralement un cheval qui est cassé. Et donc le cheval qui est en dernière phase comme ça, on l'avait vu avec le cheval Tekoa, qui était complètement renfermé. Ces chevaux-là, c'est des chevaux qu'il va falloir rouvrir avant tout. Donc pareil, ce sera un travail à faire sur l'émotion, toujours venir travailler à la source. Souvent, on vient travailler sur des conséquences. Par exemple, un cheval qui est résigné, la plupart des chevaux de club le sont. La grande caractéristique des chevaux de club, c'est quoi? Ils sont froids à la jambe. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cheval froid à la jambe? On va faire une leçon de jambe. On va lui apprendre à de nouveau réagir à la jambe, à de nouveau écouter la jambe. Mais c'est s'attaquer au problème par simplement un petit bout, une conséquence de la résignation. Et ce n'est pas s'attaquer à l'émotion de base. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cheval froid à la jambe? Déjà, on cherche ce qu'il y a derrière. En général, un cheval du coup résigné, un cheval qui du coup est hyposensible, qui ne sent plus la douleur physique. Pourquoi il n'avance plus? Parce que le système nerveux s'est complètement éteint. Il a reçu beaucoup de coups de talon, beaucoup de coups de cravache, on l'a forcé à faire, du coup voilà, il ne sent plus rien. Le système nerveux s'est protégé, le cheval n'est carrément plus là. Donc vous pouvez lui mettre 10 coups de cravache, il sera toujours mou. Donc rien ne sert de travailler sur ce problème de sensibilité montée, il va falloir rouvrir le cheval, comme on l'a fait dans la vidéo de Tekoa. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer ici en détail tout ce qu'on a fait, je vous réinvite à aller voir cette belle vidéo. Mais voilà, on commence à travailler en priorité sur le regard, sur les associations positives, sur la conscience, sur l'autonomie.
Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Tekoa. Tekoa, il écoutait rien monter, et quand on a travaillé tout ça au sol, quand on a pu se remettre à cheval, ça a été très très vite. On a un cheval qui a été monté même sans mort, et qui était vraiment dans cette écoute, dans cette sensibilité, simplement parce qu'une fois qu'on a rouvert le regard, une fois qu'on a rouvert les émotions, la sensibilité revient d'elle-même. À savoir aussi qu'un stress, qu'il soit intense ou non, peut vraiment s'exprimer différemment suivant l'humain avec lequel le cheval travaille. Un exemple très concret d'un cheval qui va attaquer avec son propriétaire et qui, quand c'est le moniteur qui intervient, il va se renfermer. Il va faire en étant complètement résigné, complètement enfermé, complètement robotisé. Et souvent de l'extérieur, qu'est-ce qu'on dit ? Ah avec le moniteur ça va bien. Ah avec le moniteur il est sage. Non, c'est juste qu'il sait qu'avec le moniteur, il peut ni fuir ni attaquer, du coup il se shut down, il passe carrément à la dernière phase de stress. Et ça va pas mieux, au contraire c'est même pire. Même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est plus safe. Donc le cheval change vraiment de stratégie de défense, voire il va plus profondément encore dans son stress, dans l'exemple ici, et donc ça peut vraiment varier d'un humain à l'autre. Et donc ça c'est très important aussi à noter, et donc là il faut voir de nouveau au-delà de ce problème, il faut le sortir de ce besoin de défense. Autre cas intéressant tant qu'on parle justement de ces 4 niveaux de stress, des chevaux qui dès qu'on les sort en extérieur sont vraiment complètement dans la panique directement. Ça passe de 0 dans leur écurie à vraiment tout de suite la phase maximale de stress, de panique, et il n'y a rien entre les deux. Et ça vient de quoi ? Aussi des études scientifiques nous en parlent, c'est tout ce qui est privation sensorielle. C'est-à-dire que le cheval va apporter une attention démesurée à chaque élément qui vient briser la monotonie de sa vie. Donc c'est un cheval qui est en privation sensorielle, qui est en boxe, aucune stimulation, ou au paddock avec aucune senteur, pas de copains, rien à regarder, entre 4 murs ou entre 4 grilles avec rien à l'horizon. Du coup, il est littéralement en prison, et donc ça, c'est clairement chez les humains, c'est exactement la même chose. Quand il y a une privation sensorielle, du coup, dès qu'il y a un petit bruit, une petite nouveauté, ça devient tout de suite dramatique. Parce qu'en fait, le seuil de détection au danger baisse. Et du coup, dès qu'on va emmener le cheval dehors, forcément, il est survolté, parce que tout à coup, il y a 100 milliards de stimuli. Donc ici, on n'est pas dans un problème de gestion des émotions à proprement parler, mais avant tout dans un problème d'environnement. Et c'est pour ça que je vous disais aussi dans mes précédentes vidéos, toujours important de passer par ce bilan comportemental, de voir dans quel milieu vit le cheval. S'il n'y a pas assez de stimulation, il faut d'abord réintroduire des stimulations, réintroduire un environnement normal, avant de chercher à travailler sur cette gestion des émotions. Et donc de nouveau, c'est pas une question que le cheval n'aime pas l'extérieur, c'est juste qu'il est pas capable d'aimer quoi que ce soit parce que c'est totalement inconfortable pour lui. Continuons tout de suite avec notre concept, rigueur et bienveillance, le juste milieu. On confond souvent aussi la rigueur avec quoi ? Avec une longe tenue courte. On va voir des gens qui, pour mettre le cadre au cheval, il va falloir tenir le cheval, et on va du coup souvent se retrouver avec une longe très courte. Et ça, moi je vous ai toujours dit, on ne tient jamais la longe sous la tête. On laisse toujours du mouvement à la tête, on laisse toujours cette longueur de longe. C'est toujours le cheval qui doit venir tendre sa longe, et jamais nous qui venons tout le temps donner des à-coups. Vous allez le voir, un petit exemple tout de suite avec notre cher poulain aussi. Dès qu'on va un petit peu trop court sur la longe, qu'est-ce qu'on a ? On a un cheval qui donne des coups de tête. Et ça c'est quoi ? On peut le voir chez les jeunes chevaux, mais d'autant plus encore chez les plus âgés, c'est tout en fait ce qu'on appelle les enregistrements des contrages. Donc à chaque fois que l'humain a retenu la tête du cheval, ou a tiré dans le sens opposé où la tête du cheval voulait aller, ça donne vraiment des à-coups. Et du coup on a un cheval qui a tendance à, dès qu'on touche à la longe, après venir donner des coups de tête pour venir se débarrasser de cette pression. De nouveau, que ce soit en longe ou en liberté, on cherche à attirer plutôt que tirer. Il faut vraiment être juste sur cette longe, rigoureux mais juste. Laisser sa longe longue, ça veut pas dire non plus la laisser filer, mais ça veut pas dire non plus être injuste et venir donner des à-coups, sinon on a un cheval après qui sera dans cette défense et qui va donner des coups de tête pour un oui, pour un non. Moi vous savez que j'aime pas trop travailler avec la pression, mais de nouveau, un petit peu de pression de temps en temps c'est pas mauvais, par contre c'est très important de mettre une pression seulement si le cheval est détendu. On dit souvent la pression enseigne, seulement si le cheval est décontracté. Si on n'a pas de décontraction, vous n'enseignez absolument rien. Et évidemment, s'il n'y a pas de montée en phase. Donc pour cette longe, vous allez avoir un exemple tout de suite avec le poulain. On ne doit jamais tirer sur la longe, c'est toujours chercher, avec le suivi de main, à attirer le regard du cheval pour avoir le regard du cheval avec nous,
et que le cheval, du coup, il suive cette main, on puisse rappeler son regard, et qu'on n'ait donc pas besoin de venir ramener sa tête avec la longe. On vient ramener sa tête avec le suivi de main. On laisse donc la longe le plus lâche possible, on travaille avec le suivi de main, et si par contre, comme je vous dis, nous on ne tend pas la longe, mais ça peut arriver que le cheval vienne tendre sa longe, arrive au bout de sa longe, dans ce cas-là c'est pas grave. Nous on est vraiment comme un crochet dans un mur. On tient notre longe à un endroit, on travaille avec l'autre main, avec le suivi de main, et si le cheval s'éloigne un petit peu trop, il va venir tendre sa longe, et donc il va sentir la limite qui est imposée par notre main qui n'a pas bougé. Et donc c'est vraiment lui qui arrive au bout de la longe et qui vient sentir cette limite parce que, comme quand il est attaché, c'est la longueur maximale de la longe. Donc c'est pas nous qui tendons, c'est le cheval qui vient vraiment tendre et se dire, là c'est la limite. Si vous reprenez, là de nouveau vous donnez un coup, vous n'êtes pas juste. Ça c'est pas de la rigueur, c'est juste de la non-justesse et ça surprend le cheval et ça ne lui apprend rien. Si quand le cheval vient buter sur cette limite de la main, parce qu'il ne connaît pas encore, parce qu'il est surpris, etc., de nouveau, on n'est pas là à venir de front et à venir résister et jusqu'à que le cheval se casse le nez, évidemment non, c'est pas l'idée non plus, il y a une tension, on relâche et on va réexpliquer. Voilà, quand tu arrives au bout de la longe, c'est juste que la longe s'arrête, on a de la chance de pas être un mur, donc justement, si on voit que le cheval panique à ce moment-là, de nouveau, on revient dans le confort, on redécontracte et on réexplique. On ne vient jamais bloquer la fuite ni le stress. Quand je vous dis c'est le cheval qui vient sentir la limite, oui. Maintenant, si cette limite provoque une trop grande tension, tout de suite on vient redescendre, on vient réexpliquer jusqu'à que le cheval comprenne que quand il tire au bout d'un moment, c'est la limite de la longe. Justement, ça doit être quelque chose de rassurant parce qu'on ne va jamais venir le prendre en traître et venir reprendre la longe. C'est lui qui va venir tirer dessus. De nouveau, on ne bloque pas jusqu'à que le cheval cède, on apprend petit à petit. Comme on avait fait l'installation de la limite avec l'autre petite pouliche noire qui avait tendance à venir un petit peu nous envahir avec sa tête. Et toujours, on travaille avec le regard, on rappelle le cheval à nous pour vraiment éviter cet aspect violent du blocage sur la longe. C'est pour ça que c'est important de commencer en liberté pour avoir cette instauration du regard indépendamment de la longe. On est vraiment dans cette idée, et quand il y a un stress par rapport à ça, on vient stabiliser, on vient prendre le temps de mettre du calme. Par exemple, avec Avantos, quand je l'ai eu, la longe tournée autour de moi en longe, c'était impossible pour lui. Déjà parce qu'il y avait cette association avec on retient avec la longe et on pousse de l'autre côté avec la chambrière, ça le mettait dans un état pas possible. Mais il y avait aussi tout cet aspect que dès que la longe venait se tendre un petit peu, qu'il était sur le cercle, c'était vraiment une grosse source d'inquiétude pour lui, parce qu'il se disait, on me bloque dans mon mouvement, et en travaillant ainsi, il a pu comprendre que la longe ne se tendait jamais comme ça par surprise, et donc de nouveau, sa mémoire s'est réécrite aussi à ce niveau-là, et donc maintenant, quand je longe, il n'y a plus aucun souci, il ne pense même plus à ça, il tourne là autour de moi, longe détendue, et tout se passe très bien. Et quand vous êtes comme ça, toujours à tirer sur votre longe, tirer ou contre-tirer quand votre cheval s'éloigne avec la tête, c'est là que vous allez rendre votre cheval lourd. Donc de nouveau, toujours en revenir au suivi de main, rappelez le regard à vous, et vraiment donner du lest sur votre longe. Chez le cheval, vraiment, le corps suit la tête. Donc si vous bloquez la tête, vous bloquez littéralement la fuite, vous bloquez littéralement tout. Donc de nouveau, vous empêchez votre cheval de réfléchir parce que vous le tenez là en dessous. Et également, je vous disais tout à l'heure que vous alliez voir avec notre cher poulain Ottawa qu'on travaillait également en mettant un cadre, une rigueur, que même si on travaillait sur ces propositions beaucoup dans le jeu, c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de rigueur. Vous allez en avoir un exemple tout de suite et vous allez voir également l'importance justement de cette rigueur ici dans l'apprentissage de l'immobilité. Et de nouveau, on veut que l'immobilité ça soit associé au calme et à la décontraction. Souvent, on fait l'erreur inverse, c'est qu'on dit on veut que le cheval soit calme, donc on va lui apprendre l'immobilité. Pour un cheval, immobilité ne veut pas dire forcément calme. D'ailleurs, un cheval peut être complètement immobile, complètement figé, en posture d'évaluation, fixé sur quelque chose à l'horizon. Par contre, un cheval peut tout à fait être décontracté en marchant. Et d'ailleurs, certains chevaux comme Avantos, ils arrivent plus facilement à décontracter en marchant avant de venir vraiment se poser et venir relâcher complètement. Donc vouloir apprendre l'immobilité pour apprendre le calme, c'est complètement faux. Par contre, très important d'associer l'immobilité au calme. De nouveau, pas un cheval qui prend sur lui pour rester immobile comme on lui a bien appris. Et de nouveau, pour mettre du calme, on va venir stabiliser, on va venir montrer l'exemple, on va venir montrer qu'on décontracte et qu'on se décontracte nous-mêmes. On n'impose pas le calme, c'est pas « tu bouges pas », c'est pas comme ça, c'est très important.
Et de nouveau pour cette immobilité, je vous ai parlé de la longe juste avant, vous allez comprendre pourquoi, parce que dans cet apprentissage de l'immobilité, la longe doit être absolument relâchée. Là, on avait voulu apprendre ceci, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pour l'apprentissage des pieds, même si c'était de mieux en mieux, quand on était en piste, pour demander les pieds, il avait tendance à un petit peu bouger, parce que l'espace est plus grand que sur une aire de pansage ou dans un box, et du coup, ça peut compliquer un petit peu plus la tâche. Donc de nouveau, là c'est l'importance de la rigueur. Rigueur de notre côté, aussi rigueur de ce qu'on va apprendre au cheval. Ça va d'autant plus être confortable pour lui, notre demande de donner le pied, quand il aura réussi justement à rester immobile dans le calme, que quand il est comme ça en train de vouloir bouger. C'est confortable pour personne. C'est un exercice pas très fun, j'en conviens, c'est pour ça qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, qu'on est toujours dans cette bienveillance, toujours évidemment le travail avec le regard, on ne fait rien tant qu'on n'a pas le regard, que le cheval ne regarde pas ce qu'on fait et le mouvement qu'on lui demande. Donc voilà, vraiment par petites touches, on introduit cela. Rigueur ne veut pas dire autoritarisme. Au début, vous voyez, la propriétaire veut bien faire. Mais Ottawa bouge et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire sur la longe. Elle tire, elle essaye de le remettre droit, de l'arrêter. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un cheval qui se frustre. On a un cheval qui tire, du coup la propriétaire contre-tire, ça donne des à-coups sur la longe, et le cheval ne comprend pas du tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il sait c'est qu'on lui tire dessus. Et on a la frustration qui naît. La frustration, je vous l'ai souvent dit, ça vient souvent d'un manque de clarté. Ça peut être lié au bonbon, mais ça peut être lié à n'importe quoi qui donne un manque de clarté. Comme ici, on a un manque de clarté, on tire, on ne sait pas pourquoi, frustration. Frustration aussi quand on laisse pas assez de pause, quand on n'écoute pas assez les propositions, quand il y a un manque d'écoute. La frustration peut arriver vraiment très très vite. Et là, on a vraiment de la frustration des deux côtés. La propriétaire qui dit « mais tu comprends pas, je veux juste que tu t'arrêtes » et le cheval qui dit « mais je comprends rien à ce que tu me veux ». Donc voilà, ici ce qu'on va simplement faire, c'est donner les règles, donner le cadre pour que ce soit clair pour tout le monde. Si on est dans le flou, de nouveau, il peut pas y avoir de plaisir, il y a que de la frustration. Donc on va simplement lui expliquer clairement le mouvement attendu, montrer le bon mouvement. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On part de l'arrêt. Et de nouveau, on ne mélange pas tout. Un sujet à la fois, on va y revenir tout de suite, on prend le temps de stabiliser. Donc d'abord de demander un petit baisser la tête, on se décontracte un petit peu, voilà, on cherche pas tout de suite l'immobilité, on cherche d'abord la décontraction pour qu'on puisse apprendre. Une fois qu'on est dans le zéro tension, on peut se placer devant le cheval et là on va lui mettre le code vocal « tu restes » ou ce que vous voulez. Dans ce cas-là, on utilise le « tu restes ». Tant que le cheval ne bouge pas, on va vraiment l'encourager, c'est la voix qui doit le tenir et qui remplace la longe, de nouveau, voilà. Vous voyez la différence, quand on avait tendu à toujours vouloir l'arrêter, le cheval ne faisait que bouger ses pieds et que venir tendre sa longe. Quand on a lâché cette longe et qu'on est simplement venu expliquer en amenant du calme et en venant, comme je vais vous le dire là, expliquer le mouvement exact attendu, là on a un cheval qui n'est plus du tout dans l'opposition, qui vient plus tirer sur sa longe. C'est vraiment la voix d'encouragement qui va tenir le cheval. On n'est pas encore dans les aigus, pas dans la félicitation. La longe reste détendue, et donc c'est l'humain qui bouge, et pas le cheval. Et donc on va venir féliciter le cheval avant qu'il bouge, pour qu'il comprenne vraiment qu'on félicite cette immobilité. Et donc au début on va en demander très peu. On va simplement se mettre devant le cheval, lui dire « tu restes » et tout de suite féliciter. Ensuite, tu restes. On va pouvoir reculer un petit peu nos épaules et tout de suite féliciter. Ensuite, tu restes, reculer un petit peu nos épaules. On voit que le cheval n'a pas envie de bouger, on peut reculer d'un pas. On va reculer d'un deuxième pas, continuer à encourager. Et si on sent que le cheval a envie de bouger, on revient à lui avant qu'il bouge. Et tout de suite, on récompense. Et donc le timing est vraiment très important. Si de nouveau le cheval bouge avant qu'on le félicite, qu'on met trop de temps à féliciter et que quand on revient au cheval, on félicite pas tout de suite, qu'entre-temps il a rebougé, voilà. Là du coup, de nouveau, on perd du temps et c'est un apprentissage qui peut être très long si le timing n'est pas bon. Par contre, si c'est bien fait, le bon mouvement est vite associé à cette récompense. Par contre, voilà, très important aussi de ne pas mélanger les demandes. On va pas mélanger le baisser la tête avec l'immobilité. On commence par le baisser la tête pour faire comprendre l'immobilité, mais on attend d'avoir fini ce sujet-là, de la décontraction, pour venir ensuite sur le sujet de maintenant, je vais t'expliquer, le pas bouger, qu'est-ce que j'attends. Le cheval, il est vraiment pas capable d'être sur plusieurs sujets à la fois. Le cheval, il est soit sur le sujet, on décontracte, on est en sécurité, on sécurise l'environnement, on vient se détendre ensemble, voire dormir ensemble, comme on l'avait fait avec Caresse, ou alors on est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans le réseau, dans le grooming éventuellement, ou alors il est dans on va explorer,
on va bouger, on est dans le mouvement, et on va ensemble voilà, d'un endroit A à un endroit B, et c'est aussi tout ce qui est exploration, system seeking, ou alors il est dans ce qu'il fait le plus grande partie de son temps, hein, le plus grande portion budgétante du cheval, c'est quoi? C'est manger, et manger évidemment, c'est pas juste absorber de la nourriture, c'est mastiquer. Si on a un cheval qui ne mastique pas assez, on va avoir des chevaux qui vont venir manger un petit peu des choses dans leur box, manger le bois, voire carrément tiquer à l'appui ou d'autres tics. Et c'est pour ça que quand je vous dis, je vous répéterai jamais assez, quand vous voulez apprendre quelque chose à votre cheval, ou quand vous avez un cheval qui a un petit peu du mal avec le pansage, qui n'aime pas trop le contact physique, et que vous vous dites, je vais lui mettre du foin pour que pendant que je le brosse, il associe ça à du positif, là vous êtes sur 2 sujets différents. Vous êtes sur votre sujet manger, mastiquer, il mange du foin, et vous êtes sur le sujet amitié, réseau, partage. C'est 2 sujets en même temps. 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et dans la nature, les chevaux ne mélangent pas ces sujets. Et donc, au final, qu'est-ce qui va primer? C'est probablement le sujet foin, et du coup, il ne va pas être conscient de ce que vous faites au niveau du pansage, et donc il va l'accepter, mais sans s'en rendre compte. Et le jour où vous allez vouloir le refaire sans le foin, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça avec le regard, avec la conscience, d'être sûr que votre cheval est sur le même sujet que vous. Un cheval, en plus, ne change pas de sujet aussi vite que vous. L'autre jour, je travaillais avec Caresse, elle était vraiment sur le sujet manger, herbe. C'était suite à une séance acupuncture. On m'avait dit que c'était probable qu'elle ait faim après, et en effet, elle avait faim après. Et donc, elle me disait non, parce qu'elle n'était pas sur mon sujet. Moi, j'étais sur le sujet, on va bouger, on va explorer. Et elle était sur le sujet manger, mastiquer. Et donc, il fallait d'abord que je l'amène sur mon sujet. On a tendance à se dire, le cheval, c'est qu'il aime pas ce que je lui propose, c'est qu'il aime pas l'exercice que je lui propose. Et c'est pas du tout ça. L'exercice que je lui proposais de bouger ensemble sur un petit exercice, c'était pas son sujet, elle était sur un autre sujet. Et donc elle ne se posait même pas la question de est-ce qu'elle aime pas, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est pas fun. Non, c'était juste, c'est pas le sujet. Et donc je devais vider ce sujet de l'herbe, ou alors l'amener à changer de sujet pour être sur le même sujet que le mien, venir bouger, venir explorer. Et donc là, ça ne sert à rien de venir changer votre exercice, ou de venir le présenter d'une autre manière, ça ne changera rien. Le cheval est simplement pas sur le sujet de venir bouger avec vous. Donc soit si le cheval a vraiment très faim, vous laissez manger, et puis après on vient sur l'autre sujet. Soit on vient sur un petit truc simple, on retourne manger, on vient sur un petit truc simple, on retourne manger, et après on peut petit à petit venir sur ce sujet de bouger de plus en plus longtemps. Le but en fait, c'est toujours d'amener le cheval d'un sujet à l'autre. La première chose à regarder, c'est quel est le sujet de mon cheval aujourd'hui? Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il a envie d'être dans ce partage? Ou est-ce qu'il est complètement sur autre chose? S'il est sur l'environnement, là c'est facile. Posez-vous en leader, allez sécuriser l'espace, montrez-lui que vous surveillez, que vous le ramenez dans la décontraction, et après on peut passer à l'autre sujet. Mais vraiment, prenez le temps entre les différents sujets. Quand vous sortez de la pause avant de retourner sur l'exercice, c'est pareil. Prenez le temps de marcher un petit peu pour aller jusqu'à l'exercice, et pas tout de suite, de lui mettre la tête dans l'exercice. Voilà. Le sujet, c'est vraiment la base, et bien retenir qu'on ne peut jamais être dans 2 sujets à la fois. Et tout ça, ça passe par où? Par le regard aussi. Regardez où votre cheval regarde et vous saurez à quoi il pense. Également, plus un cheval a un focus apaisé, plus il regarde doucement et franchement les choses, plus il a un regard un petit peu fixe, comme je vous disais, Domino, Caresse, ils ont un regard qui balaye de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus présents, ils sont de plus en plus assurés, plus vous avez des chevaux qui sont bien dans leur tête. Et donc en travaillant le regard, on travaille la présence du cheval pour qu'il apprenne justement à avoir de plus en plus ce regard qui fixe, qui se pose sur les choses, qui est vraiment là en conscience. C'est pour ça que quand je vous dis on commence par les plis, c'est vraiment pour ça, demander le regard à son cheval, et à chaque fois qu'on va demander le pli, on va demander de tenir ce regard un petit peu plus longtemps. Maintenant, par exemple, la petite jument qui était très agressive et qui en une séance avait appris à changer sa stratégie de défense, cette petite jument, maintenant, on continue à travailler avec le regard, et maintenant quand on obtient, se baisse la tête pour la décontracter, à présent, elle arrive à rester en bas très longtemps, mais avec le regard. C'est pas juste je baisse la tête mécaniquement, c'est vraiment, elle tient ce regard avec nous très 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 longtemps. Et donc ça, c'est vraiment important. À savoir aussi que le cheval, ils ont vraiment des yeux qui sont beaucoup plus sensibles au mouvement qu'à tout ce qui est couleur.
ils peuvent aussi pas voir à la fois de près et de loin en même temps, c'est pour ça qu'ils doivent soit lever la tête, soit baisser la tête pour voir ou de près ou de loin, que dès qu'il va y avoir un mouvement autour d'eux, ça va les attirer. C'est normal, ce sont des proies. Et donc, de nouveau, quand il y a un mouvement, comment votre cheval pose son regard, est-ce qu'il pose le regard, est-ce qu'il prend le temps de regarder, ou est-ce qu'il regarde rapidement, est-ce qu'il prend la fuite directement? Voilà, ça aussi, ça va donner un petit peu une indication à savoir où en est ce travail avec le regard pour votre cheval. Donc voilà, vous l'avez vu là dans ce qu'on a illustré avec le petit poulain Itawa, sans rigueur, on peut pas avoir de compréhension, des fois on a envie d'être juste bienveillant, et donc on veut pas imposer les choses, on veut être gentil, et c'était vraiment là le souhait de la propriétaire, mais au final on se retrouve à tirer sur la longe parce qu'on se comprend pas, et du coup, en n'instaurant pas de règles claires parce qu'on se dit « Ah, ça va l'embêter, le cadre, etc. », on se retrouve avec un cheval qui est encore plus inquiet. Donc oui, des règles claires, un cadre, c'est important. La seule question, c'est comment on le pose, et voilà. Et là, je vous ai montré un petit exemple. C'est important que chacun sache qui peut faire quoi, quelles sont les règles du jeu, sinon la confiance n'est pas possible. Ça, c'est pareil avec l'herbe, c'est un exemple que je vous donne souvent. Quand on se promène, on donne un code pour brouter, un code pour dire stop. Quand on arrête de brouter, on propose quelque chose de fun. Juste quelques secondes, on retourne brouter après, et petit à petit, voilà, on augmente les moments sans brouting, on augmente les moments où on ne va pas brouter et où on fait des choses ensemble, où on est sur le sujet justement de bouger, partager des choses ensemble, et après, on retourne sur le sujet de manger, mastiquer. Mais voilà, toujours à ce rythme du cheval. Voir un petit peu à quel rythme il est prêt à changer de sujet. Est-ce qu'il peut rester un petit peu plus longtemps sur le sujet bouger? Si pas, on retourne brouter de nouveau avant que lui le demande. Si c'est lui qui vous tire brouter, de nouveau ça ne sert à rien. Donc avant que lui vous le réclame, on l'emmène brouter. Ensuite on dit stop, on propose l'autre sujet. Et petit à petit, voilà, on arrive à tenir de plus en plus longtemps le sujet bouger avec nous. Et toujours cette idée, on ne demande jamais plus que ce que le cheval peut donner. On ne va jamais au-delà. Et on agrandit petit à petit, voilà, ce que le cheval est capable de faire, on va agrandir petit à petit à son rythme. Voilà, vous commencez à comprendre, je pense, au fil des vidéos, qu'on est toujours sur les mêmes idées, appliquées à des exemples différents, à des situations différentes, mais c'est toujours la même idée de base. J'aimerais venir rapidement sur 2 recherches scientifiques qui viennent nuancer un petit peu des choses au niveau justement du cadre qu'on a tendance à mettre au cheval et de la manière dont on apprend les choses au cheval. Il y a plusieurs études qui ont été faites, et ça fait un petit moment que je vous le dis aussi, que apparemment le cheval ne comprend pas le non, il ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que quand votre cheval vient mordre par exemple la porte de son box et que vous allez lui dire non, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez hausser un petit peu la voix et le cheval va se saisir. Et donc il va arrêter son mouvement parce qu'il va être saisi, mais il va pas forcément comprendre le lien avec ce qu'il faisait juste avant. Il mord à la porte, non, il s'arrête parce qu'il est saisi, donc il arrête ce qu'il était en train de faire, peu importe ce que ce soit qu'il était en train de faire, mais apparemment il n'aurait pas fait le lien avec le fait qu'il mordait la porte. Et donc c'est pour ça que souvent, on voit des chevaux, on va donner des claques, on va dire non, et le cheval, il va recommencer 25 000 fois la même chose. La peur va vraiment arrêter le mouvement, mais le lien ne se fera pas. Surtout comme en plus on aura déclenché une peur suivant dans la manière dont on aura dit non, on a juste vraiment un cheval qui va sécréter du cortisol, et du coup il n'y a pas d'apprentissage à ce moment-là. Et donc moi c'est vrai que je vous ai toujours dit, il faut chercher à expliquer ce qu'on attend, expliquer le bon mouvement, proposer le bon comportement. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien il faut savoir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a une étude plus récente qui dit que certains chevaux, pas tous, mais apparemment certains dans ceux qui ont été testés, étaient capables de comprendre le stop, d'arrêter un comportement. Alors voilà, donc de nouveau, ça c'est l'état des recherches actuelles, on ne peut pas en conclure grand-chose, mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez observé avec vos chevaux, est-ce que votre cheval comprend la négation, quand vous lui dites non, est-ce qu'il recommence 2 minutes après, ou est-ce qu'il y a vraiment une réelle compréhension? Moi je pense que la dernière étude qui dit que ça dépend d'un cheval à l'autre, je pense qu'en effet c'est très vrai, qu'il y a des chevaux qui sont tout à fait capables de comprendre le stop, d'autres qui vont en effet arrêter le mouvement, qui vont se figer et qui vont pas faire le lien, mais que dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment important, même si on dit non, d'expliquer ensuite le comportement attendu. Dire non, pour moi, c'est pas un problème, mais derrière, expliquer qu'est-ce qu'on attend. Proposer un mouvement. Ok, stop, on broute plus. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Proposer un sujet. De nouveau, le cheval, il n'est pas dans le non-sujet, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au-dessus. Si on regarde un petit peu les sujets, soit on décontracte, soit on bouge, soit on partage, soit on mange, mais on fait pas rien. Donc du coup, si c'est plus le sujet manger, alors c'est quoi le sujet?
Si c'est tu veux pas que je broute, stop, ok, mais alors c'est quoi le sujet? Ah ok, on partage, ah ok, on bouge. Voilà, je pense que c'est important de proposer autre chose derrière et de lui montrer qu'est-ce que c'est le sujet. Et si on est sur de l'agressivité, un cheval qui vient mordre, etc., évidemment, non pour se protéger, mais derrière, comprendre pourquoi il mordait, est-ce que c'était un non pas écouté de notre côté? Est-ce que, un problème au niveau des stratégies de défense, comme avec cette petite jument agressive, voilà, là, dans ce cas-là, il faut creuser plus loin. Le non, de nouveau, à lui seul, ne suffit pas. Moi, ce que j'ai remarqué également aussi, c'est comme je travaille beaucoup avec le regard, ça je vous avais dit aussi avec Abantos, quand il vient un petit peu fort vers moi en rappel, quand des fois il est un petit peu énervé, dès que je coupe le lien, c'est-à-dire que je me retourne, que je coupe le regard avec lui, que je lui tourne le dos, tout de suite il s'arrête. Alors je ne sais pas s'il comprend vraiment ça comme un non, mais en tout cas ça le stoppe. C'est vraiment, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo où je vous avais pour la première fois évoqué ça il y a quelques temps, c'est vraiment on débranche la prise. Il y a une connexion, on est lié avec le regard, il vient en rappel, et si je débranche la prise en me retournant, il s'arrête. Il s'arrête parce que le courant est coupé d'un coup, et du coup, il sait plus quoi faire, parce que le courant est coupé. Et donc oui, voilà, quand on travaille avec le regard, de nouveau je reviens toujours à ça, c'est très important de travailler avec ce regard, parce que regardez la puissance au final, quand vous coupez le regard, j'ai même pas besoin de lui dire ralentis, doucement. Non, dès que je vais me détourner de lui, il va arrêter son mouvement parce que le lien a été coupé d'un coup. Et donc c'est très très fort. Et c'est pareil, vous pouvez faire l'expérience aussi, mettre la main devant vos yeux, demander quelque chose à votre cheval, être dans ce lien avec le regard, hop, tout à coup vous couvrez vos yeux, voyez un petit peu ce qui se passe, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Quand on coupe ce lien avec le regard, ça fait vraiment quelque chose de très fort et ça bloque vraiment le mouvement vers moi en rappel quand on est dans ce cas de figure avec Amantos. Également, voilà, une autre étude très intéressante qui vient nous dire qu'apparemment les chevaux n'apprennent pas vraiment par imitation, mais plus par facilitation sociale. Ici, l'étude donne un exemple. Le cheval qui joue avec un objet, chipote avec un objet, par exemple le loquet d'un box, on sait très bien que certains chevaux arrivent à ouvrir leur box, on va avoir un congénère qui va être attiré en fait par ce que fait l'autre cheval, il va venir sur son sujet. De nouveau, toujours cette question de sujet, il va venir dire tiens, c'est quoi ton sujet? C'est cette porte de box, on chipote avec cette porte, bon, c'est très amusant, et donc il est attiré par ce que l'autre fait, et donc il va s'amuser à chipoter également avec cette porte, à se mettre sur le même sujet que son compagnon, et en chipotant avec l'objet, il va arriver au même résultat, c'est-à-dire ouvrir le box. Mais quand il chipote, c'est pas du tout dans l'idée de faire la même chose que son copain, c'est-à-dire c'est pas dans l'idée d'ouvrir la porte également, il voit que son copain il ouvre la porte, ok, mais son sujet c'est juste de chipoter avec la porte, c'est pas d'avoir le même résultat que la porte s'ouvre. Et donc en chipotant, il va avoir le même résultat, mais c'est un petit peu par hasard. Contrairement aux singes qui par exemple vont observer leur congénère et vont dire « Ah, il a pris un bâton pour attraper un fruit, du coup je vais prendre un bâton dans ce même but d'attraper un fruit ». Donc voilà, je dis pourquoi pas, de nouveau c'est l'état actuel des recherches, on est continuellement en train de faire des recherches, c'est ça qui est passionnant, et donc c'est vrai à un instant T, mais c'est pas pour autant que les chevaux ne sont peut-être pas capables d'un petit peu plus que ça. C'est de nouveau, voilà, une recherche, et vous savez à quel point, voilà, l'étude scientifique peut être différente du terrain. On était encore il y a très peu de temps de ça, seulement à dire « Ah oui, il y a des études qui prouvent que les chevaux ont des émotions », alors que c'est quelque chose que moi je vous dis depuis très très longtemps, et que d'autres ont dit également avant moi, voilà, simplement le terrain, c'est pas la même chose que les recherches scientifiques. Donc les recherches scientifiques c'est très bien, mais avant qu'ils puissent dire « c'est prouvé dans tous les cas », etc., ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas pour autant que ce qu'on sent dans le terrain n'est pas vrai non plus. Voilà, très important aussi. Moi, de nouveau, je pense que c'est ni blanc ni noir, on ne peut rien en conclure de nouveau, comme tout à l'heure avec la négation. Moi, je pense qu'une chose qui est vraie et qui est sûre, c'est que les chevaux, ils aiment se mettre en harmonie, ils aiment venir se synchroniser, venir sur le même sujet, voilà, je vous dis souvent, on vient synchroniser sur les pas du cheval, se mettre dans le même rythme, et petit à petit, le cheval va se mettre sur votre rythme, ça c'est quelque chose qui marche super bien et qu'ils font entre eux aussi, et ça c'est vraiment cette question de sujet, de venir en harmonie, en synchronicité sur le même sujet. Après, quand j'apprends à venir interagir avec des objets que je montre à mes chevaux, en effet, quand je me concentre sur l'objet, ils vont se concentrer aussi dessus, ils vont avoir envie de chipoter aussi. J'ai parfois l'impression qu'ils ont envie de reproduire un mouvement que je propose, quand c'est un mouvement simple,
pas aussi complexe que celui d'ouvrir un loquet. J'ai en effet l'impression qu'ils essayent de reproduire un petit peu le mouvement de poussée, le mouvement de tirer. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment une vision globale de ce qu'ils font ? Ça, c'est une autre question. Moi, je vous dis toujours dans mes exercices, j'essaie que le cheval, il comprenne quel est le but, quelle est l'idée globale de l'exercice. J'ai l'impression vraiment que ça change quelque chose quand le cheval voit l'exercice au complet, ce que ça donne, et pas juste un petit bout. Donc j'ai l'impression qu'ils sont quand même capables d'avoir une vision globale de cet exercice, de quelle est la finalité au final, quel est le mouvement en entier. Maintenant, au niveau de l'apprentissage en tant que tel, en effet, c'est possible que pour apprendre, ils doivent au final rechercher la solution par eux-mêmes en chipotant et puis après pouvoir le reproduire une fois qu'ils l'ont appris, que vraiment parvenir à imiter un congénère en faisant exactement la même chose. Donc voilà, de nouveau ça ouvre plein de portes, plein de questions, c'est ça que je trouve passionnant aussi, et de savoir que c'est pas un sujet arrêté, c'est un sujet en continuelle évolution et que de nouveau ce qu'on voit sur le terrain peut des fois être parfois un petit peu plus avancé que ce qu'on a dans les recherches scientifiques. C'est pas pour autant qu'on est sûr de ce qu'on voit sur le terrain, mais quand je vous dis moi mes chevaux, dans la synchronicité, dans l'harmonie au niveau du rythme, ça clairement je sais que c'est quelque chose dont ils sont très conscients et on arrive à s'imiter à ce niveau-là. Dans des mouvements plus complexes, ils ont besoin en effet de cette image globale pour pouvoir arriver au but. De nouveau, un beau débat à ouvrir et je vous attends de nouveau encore une fois en commentaire pour que vous me donniez un petit peu tout ce que vous pensez à ce niveau-là. D'ailleurs pour clore ce chapitre, un petit exemple ici avec Caresse où on faisait un petit exercice de gym que j'avais déjà montré à Bantos et que Caresse a fait assez facilement, c'est-à-dire mettre son poids sans bouger les pieds sur l'arrière puis sur l'avant. Ici, sans le faire dans la session, toujours dans le suivi de main, je me suis vraiment rendu compte qu'elle se calait sur mon rythme. Plus moi, je dansais vraiment d'un pied sur l'autre, un pied que je mettais en avant comme si c'était ses postérieurs, un pied un petit peu en arrière comme si c'était ses antérieurs, et hop, quand je mettais mon poids sur le pied qui était en avant, lui proposant de suivre ma main en même temps, elle venait mettre son poids à l'arrière, et puis quand je me remettais sur le pied qui était derrière, hop, elle venait remettre son poids à l'avant. Et je me suis rendu compte que plus je faisais lentement ce mouvement, indépendamment du fait qu'elle suivait ma main ou pas, plus elle se mettait sur ce rythme de le faire lentement et de manière appuyée. Donc ça au niveau de cette synchronisation au niveau du rythme, c'est vraiment quelque chose dont je suis sûre, et ça marche également monter. Et donc maintenant on passe à la dernière partie de cette vidéo, rigueur, bienveillance. Moi vous savez que je travaille beaucoup à la voix, c'est en effet une méthode très bienveillante dans la pédagogie positive, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas rigoureux, et ça c'est des choses que je vous ai déjà expliquées précédemment, je vais vous le remontrer un petit peu ici, le pouvoir en fait de simplement quelques mots, va, vient, marche, clairement avec ces 3 mots, vous pouvez tout faire, vous pouvez même envoyer un cheval sur un cercle, on va le voir tout de suite, comment on peut lancer cet apprentissage. Je vais vous montrer également des petits exemples avec des parcours un petit peu plus complexes avec Caresse et Abantos. Avec ces 3 mots, qu'on peut éventuellement coupler avec le mot gauche, le mot droite, on peut envoyer un cheval sur un cercle, lui proposer de tourner à gauche ou à droite, puis de marcher. On peut vraiment tout demander à son cheval avec ces 3 mots-là quand ils sont bien compris. Et donc, de nouveau, ça dépend de la rigueur dans laquelle on les apprend, mais une fois que c'est bien appris, bien compris et surtout associé à du positif, tout ce qu'on peut faire dans la bienveillance. Mais de nouveau, la base, c'est toujours de la rigueur. C'est comme avec l'exercice de l'immobilité tout à l'heure, si on ne met pas de la rigueur à un instant T, sans pour autant mettre de la pression, au contraire, on était vraiment dans la décontraction la plus totale, on était dans le zéro pression, mais on était vraiment dans la justesse d'expliquer les choses clairement. De nouveau, mettre des règles, ce n'est pas négatif, et c'est même très important. Et donc ça, je sais qu'on me demande souvent comment envoyer un cheval en cercle à distance et comment rendre positifs les cercles. J'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas me rappeler ici, comment rendre les cercles un petit peu positifs avec des jeux de target, avec des balles à pousser sur le trajet des cercles, ou éventuellement même travailler avec le principe de target énergétique qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Mais souvent, ce qui pose un petit peu problème, c'est la première étape, comment envoyer le cheval sur le cercle. Et donc là, je vais vous le montrer en détail, comment envoyer le cheval sur le cercle. Et ça, c'est simplement grâce au va.
au fameux va qui est un envoi à distance où on envoie le cheval en général dans une porte de cône ou entre deux chandeliers, entre deux barres, voilà, dans un passage à distance. Et donc on va se servir de ça. Je vous montre un petit exemple ici avec caresse. C'est un va même à très longue distance. Donc vous voyez qu'on peut faire ça à très longue distance. Après, à partir de là, on peut l'associer avec les mots gauche et droite. Ici, je lui dis viens gauche ou je lui dis viens droite, mais on peut l'associer au mot marche. Je vous ai dit, nos mots magiques, c'est quoi? C'est viens, va et marche. Marche, c'est donc continue sur ta lancée. Et donc là, ça va être marche gauche ou marche droite. Donc vous voyez, là, dans l'exemple qu'on a vu avec caresse, on a le va. Au lieu d'après d'avoir un revient, on peut avoir un marche, un cheval qui continue sur la gauche ou qui continue sur la droite. Et donc pour s'aider, évidemment, pour guider le cheval au début, c'est bien de disposer les cônes tout autour du tracé du cercle avec une porte bien reconnaissable où le cheval va faire son va et puis après il va partir à gauche ou à droite pour suivre les autres cônes et éventuellement en plus sur le trajet du cercle on peut venir mettre des petites balles à pousser pour que le cheval comprenne vraiment bien où il doit aller. Et donc ça c'est exactement ce qu'on a fait avec le petit cheval que vous aviez vu déjà dans des précédentes vidéos, qui avait un petit peu un problème de confiance en lui, qui avait tendance à se cacher derrière, avoir du mal à marcher devant. On continue donc le travail avec lui, et donc là, on va lui apprendre un petit peu ce travail des cercles, c'était un souhait également de la propriétaire. Et donc, ce qui va un petit peu de pair avec ce manque de confiance en lui, c'est un cheval qui a été beaucoup dans le conditionnement. C'est un cheval qui a été dans des clubs également dans son passé. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il ne sait rien faire dès que la longe est détendue. On avait déjà eu beaucoup de mal à la voir à ce qu'il marche à l'épaule, et on avait eu ça grâce à ce jeu de target, de balles à pousser, qu'on lui a mis de plus en plus à distance, et qu'il venait pousser seul en liberté, sans plus qu'on l'accompagne. Ça avait déjà été une belle victoire, et donc petit à petit, grâce à ça, on a récupéré un cheval qui marchait un petit peu plus à l'épaule. Mais par contre, dès qu'on remet la longe, on se rend compte que dès que la longe est détendue, il est perdu, il s'arrête en fait. Il a l'habitude vraiment de se mettre à marcher quand on tire sur la longe, de tourner quand on tire sur la longe, et dès que la longe est détendue, paf, il n'y a plus rien, parce qu'il a toujours appris à céder. Et donc, comme c'est un cheval qui est beaucoup dans cette session, malheureusement, on doit partir un petit peu de là, pour petit à petit venir lui demander de l'autonomie. Mais donc, vous allez voir qu'avec ce cheval, c'est très compliqué. Dès qu'on a la longe détendue, il a tendance à s'arrêter. Et donc, du coup, je dois partir un petit peu de ce qu'il connaît, donc c'est-à-dire parfois venir reprendre cette longe, pour petit à petit l'amener vers plus d'autonomie, en associant ça évidemment au suivi de main, à ma voix, au travail du regard que je rappelle, pour que petit à petit il s'habitue à faire seul, à réfléchir, et plus qu'on juste qu'on le balade. C'est un cheval qui avait vraiment l'habitude d'avoir le cerveau ailleurs et à laisser son corps se faire balader. Donc là, déjà pour l'envoyer sur le cercle, donc on voit j'ai dessiné le cercle avec les cônes, j'ai mis ma porte de cône jaune, et donc c'est là que je l'envoie avec mon va. Derrière, pour motiver un petit peu, j'ai mis le cône bleu avec la balle à pousser, ce qu'il aime beaucoup, sa target à aller rejoindre. Donc ça va pas trop mal. Et puis après vient le moment où, une fois que ça c'est compris, je vais déplacer le cône bleu avec la balle, donc la target. Là, on a commencé à main gauche, après on fera pareil à main droite. Et donc là, je lui mets le va qu'il connaît, et ensuite, je lui dis marche gauche. Et donc là, on voit que ça devient un petit peu compliqué. Le marche, il connaît. Le gauche, c'est simplement suivre en fait ma main, suivre mon geste avec le suivi de main dans la direction que je lui montre. Ça, le suivi de main, évidemment, il connaît aussi. On a déjà fait tout ce qui est pli, à gauche, à droite, donc ça, il connaît bien. Dès qu'il y a un petit peu plus d'éloignement, évidemment, c'est un petit peu plus dur. Et donc, on voit que je suis obligée un petit peu de reprendre la longe pour lui montrer le mouvement. Parce que sinon, paf, tout de suite, il se fige, il n'essaye même pas. Et donc, ce que je fais aussi, c'est que je me rapproche et que je viens lui demander un petit peu de suivre ma main pour vraiment lui indiquer que le gauche, c'est vraiment ce mouvement de tourner la tête à gauche
en autonomie et pas simplement quand je tire la longe. Parce que ça, de nouveau, il se fait balader, il subit le mouvement, mais il ne le fait pas du tout en conscience et il est incapable du coup de le reproduire, vu qu'à chaque fois, pour lui, c'est quand on tirera la longe, je subirai le mouvement du côté d'où on me tire. Donc là, je lui montre vraiment que non. Gauche, c'est le pli à gauche, comme on a fait à l'arrêt avant, c'est exactement la même chose, c'est venir suivre la main à gauche. Et donc petit à petit, ça commence à venir, mais on voit que quand la longe est étendue, quand il est seul, clairement, il hésite un petit peu, il avance pas après pas, il est très timide. Parce que toujours, aussi, ce petit problème de confiance en lui. Et donc on voit que ça va quand même de mieux en mieux. J'arrive à avoir ma longe de plus en plus détendue par rapport au début de la séance. Et on commence à avoir un va qui va pas trop mal. Ensuite, on commence à avoir un marche gauche, vraiment en suivi de main à distance et plus en tension. Et sans non plus que je doive revenir trop près de lui. Donc ça, c'est de mieux en mieux, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. Et ensuite, un marche sur le cercle qui est pas trop mal, parce que là, il est guidé par les cônes, il a sa target au bout, donc c'est quand même plus sympathique. Et donc petit à petit, on va pouvoir déplacer encore plus loin ce cône avec cette balle sur le cercle pour qu'il fasse après des tours complets. Et ça, honnêtement, c'est pas le plus dur, faire le tour complet. Le plus dur, c'est vraiment cet envoi avec ce tournant, et récupérer le regard sans avoir besoin de tirer, que ce soit vraiment à la voix, au suivi de main, à distance. Et ça, c'est d'autant plus compliqué avec un cheval qui est comme ça à l'habitude d'être tout le temps dans la session. Un cheval qui est un petit peu moins dans la session, c'est quelque chose qu'on peut avoir beaucoup plus facilement. Avec Caresse, avec Abantos, je vous ai jamais montré ces étapes-là, parce qu'on n'a jamais eu besoin de travailler véritablement ces étapes-là en profondeur. Et donc, de nouveau, le démarrage est un petit peu long, mais ensuite ça va vraiment permettre au cheval de faire les choses en autonomie, en conscience, avec plaisir, et de pas simplement être longé sur le cercle sans réfléchir à ce qu'il fait. Et donc pour moi c'est vraiment important de passer par là, même si ça prend un petit peu de temps, pour vraiment le faire de manière très juste pour le cheval, et pour qu'il comprenne vraiment ce qu'on lui demande. Également, c'est un cheval qui a été beaucoup dans la gestion des pieds, on lui a beaucoup fait les hanches, les épaules, il a beaucoup été travaillé là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit ? On pourrait croire que comme du coup, on lui a beaucoup mobilisé les pieds, il fait très attention où il met ses pieds, pas du tout. Et c'est chez la plupart des chevaux où on a beaucoup travaillé ça, c'est un petit peu le cas. Ils n'ont pas trop conscience spécialement de leur corps, pas trop conscience de ce qui les entoure, et on voit, ils marchent sur les cônes. Là on a un exemple en image, mais il l'a fait plusieurs fois. Il ne fait pas spécialement attention à ce qui l'entoure, parce que de nouveau, il a l'habitude qu'on le balade, il a l'habitude de répondre à une pression, il a l'habitude de céder. Et donc du coup, il ne regarde pas. Il se contente de réagir. Moi maintenant, ce que je lui demande, c'est de regarder. Regarder les cônes, regarder les balles, écouter ma voix, regarder ma main. Et de plus répondre à cette longe. Et donc c'est vraiment le jour et la nuit pour lui. Et donc pour lui, c'est vraiment un changement radical. Et puis vous qui regardez les vidéos, vous vous dites peut-être « Oh, c'est pas exceptionnel, c'est pas terrible », mais c'est vraiment un énorme progrès. Entre la première image que vous avez vue où il bloquait pour sortir du cercle et ici les dernières images où il commence à tourner un petit peu, c'est vraiment énorme comme progrès déjà en une séance pour lui. Également, ce petit cheval, vous aviez vu dans une des précédentes vidéos aussi, je vous avais montré en balade comment on revenait toujours à la zone de confort en cas de stress. Vous aviez vu que la dernière fois, la longe était relativement tendue pendant cette balade. Et là, maintenant, pareil, grâce au travail également qu'on fait à côté aussi, on a un cheval qui marche avec une longe de plus en plus détendue et qui n'a plus besoin qu'on le tienne absolument tout le temps. Et donc voilà, de nouveau, ces mots va, vient, marche, c'est vraiment super. Et là, je vais vous montrer, juste pour le plaisir des yeux, 2 petits parcours qu'on a réalisés avec Caresse et avec Abantos, fait à la voix, avec principalement ces mots-là, et vous voyez qu'on peut vraiment être très précis. Avec Caresse, on fait des petits envois sur différents passages de barre au sol, des passages entre des cônes, derrière un plot, dans un couloir de barre, et de manière toujours vraiment très précise, parce que je regarde là où je veux l'envoyer, je regarde mon sujet, je lui montre avec le doigt, et en plus il y a le va, qui dit va là où je regarde, là où je te montre. Et puis ensuite, le vient, je la rappelle, ou le va de nouveau si je veux la renvoyer sur autre chose, et ça fait beaucoup de sens pour le cheval. Et on voit vraiment qu'elle le fait en conscience, parce qu'elle regarde vraiment chaque objet, avant d'y aller, pas seulement quand elle y est, mais avant,
elle se prépare déjà à aborder, et c'est ça vraiment qu'il faut rechercher, c'est votre cheval. Un cheval qui regarde déjà les choses avant d'y aller, et qui a justement ce regard qu'il pose fortement sur les choses, et pas seulement qu'il balaye, comme je vous disais tout à l'heure. Super ma caresse, ça c'est très très bien. On part un peu plus par là, on marche et on va. Parfait, voilà. Là on est bon, voilà. Super, on marche encore et on va. Ensuite, avec Abantos, on a quelque chose de très très beau également. Ici, on travaille un petit peu plus dans l'allure, donc on a 2 séries de barres au sol, une première au trot, une seconde au trot, elles ne sont pas en phase, donc il y a un petit tournant à faire pour aller sur les secondes barres au sol, donc là pareil, toujours avec le va. Et après, à distance, je vais lui demander de repasser au pas, juste avant la dernière barre sur la seconde série de barres au sol. Je veux qu'il passe, non pas sur la barre, mais dans le couloir de barre. Donc il enjambe les 2 premières barres, et avant la troisième, il bifurque sur la gauche pour tourner dans le couloir de barre. Et donc ça montre vraiment qu'avec la voix, oui, on peut avoir une très grande précision. Donc là, je vais tout de suite lui indiquer la direction avec ma main et je vais le rappeler tout de suite. En fait là, j'ai pas besoin de dire grand chose, je vais simplement dire tout de suite viens. Et du coup, il va prendre le chemin le plus court pour venir me rejoindre, le couloir de barre, et tout de suite revenir. Donc ça voilà, c'est parce qu'avec Abantos, on est très avancé, donc du coup, il lui suffit de très peu de mots. Je dis va, encore, et puis pouf, viens, là tout de suite du coup, il repasse au pas, il bifurque dans le couloir, et il revient. Et donc ça c'est en plus très difficile, parce que c'est un cheval, hein, vous le savez maintenant très bien, vous commencez à le connaître, qui avait toujours eu tendance de courir sur les embûches pour se dépêcher d'arriver au bout. Donc là il la commence un petit peu au trot, et assez vite il repasse au pas, parce qu'il y a ce tournant à faire, et donc ça l'oblige justement à l'aborder tranquillement, et à ne pas justement se dépêcher sur la fin de l'exercice. Et puis après voilà, on a un petit rappel, on revient dans le trot, on revient un petit peu dans le fun, après ce moment de concentration. Donc vous voyez qu'avec quelques mots, on peut faire vraiment de grandes choses, mais à question de nouveau d'être rigoureux. Hein. Vous l'avez vu dans le travail avec notre petit cheval sur le cercle. On va par étapes tranquillement, on montre les gestes, on n'oublie pas de demander le regard, et on est vraiment rigoureux dans cet apprentissage. Et donc voilà, là, on était sur le sujet venir bouger un petit peu ensemble, que ce soit dans le parcours avec Caresse, Abantos, et avec le cheval, également, on a travaillé le cercle. Donc là, voilà, c'est moi qui initie le mouvement. Et dans la nature, dans le troupeau, ça je vous l'avais dit également, dans un troupeau de chevaux sauvages, tous les chevaux du troupeau, qu'ils soient en bas de la hiérarchie ou en haut, peuvent proposer d'initier un mouvement. Donc ça veut dire que nous aussi, on peut très bien demander d'initier un mouvement. Déjà, bon, ils savent très bien qu'on n'est pas des chevaux, donc de toute façon, on n'agit pas du tout sur le même plan. Même si de nouveau on peut coller un petit peu à leur communication pour les rassurer, ils ne nous identifieront jamais comme un membre du troupeau, ça c'est clair. Par contre, quand on dit toujours « Ah bah c'est celui qui mène, c'est celui qui initie le mouvement qui est le leader », bah pas forcément. C'est le leader, oui, à cet instant T, parce que c'est lui qui initie le mouvement, c'est lui qui dit « Allez, on bouge », mais ça veut pas dire que c'est le leader pour autre chose à un autre moment, et si ça tombe, c'est un cheval qui est tout en bas de la hiérarchie et qui initie un mouvement tous les 5 du mois. Donc de nouveau, c'est pas parce que vous faites bouger le cheval, ce n'est pas en faisant bouger le cheval que vous devenez un petit peu plus leader. Vous lui demandez simplement quelque chose, il vous répond oui, bon c'est très bien, vous avez l'idée à ce moment-là. Mais de nouveau, dans le troupeau, les leaderships sont très mouvants, hein, je vous ai déjà dit, c'est pas toujours le même cheval qui lead. Un cheval pour l'eau, un cheval plus pour la nourriture, un cheval pour les dangers, etc., etc. Tout est beaucoup plus complexe en fait que ce que l'humain a tendance à vouloir résumer pour ensuite le transmettre à travers des méthodes pour apprendre des choses au cheval. Initier des mouvements, c'est une activité vraiment de tous les jours que tous les chevaux peuvent faire et qui est vraiment à la base de tout. Parce que c'est grâce à ça, c'est en initiant des mouvements entre eux qu'ils vont créer des liens. Quand les chevaux vont se rencontrer, ils vont avoir besoin d'initier des mouvements entre eux. C'est pour ça que c'est très mauvais de les faire se rencontrer dans un petit espace. Ça peut évidemment générer des tensions à ce moment-là, c'est un petit peu normal, ça peut crier un petit peu quand on intègre un nouveau cheval, ça on l'a déjà dit,
C'est vraiment comme ça qu'ils vont commencer à établir la communication. Alors ça, je vous avais déjà dit, c'est pas en commençant par un contact nasonasal. Le contact, c'est vraiment la dernière chose. On ne brusque pas les choses. Et ça, je vous avais dit aussi, c'est pour ça quand on va en balade, souvent, deux chevaux qui se connaissent pas, au début de la balade, on sent que c'est un petit peu froid, et puis à la fin de la balade, c'est les meilleurs amis du monde. Parce qu'ils ont initié des mouvements ensemble, parce qu'ils ont pu surtout s'observer. Mais si vous commencez par leur proposer un contact nasonasal, là, il peut y avoir des cris, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors qu'à la fin de la balade, ils vont peut-être même le faire d'eux-mêmes naturellement, parce qu'ils auront bougé ensemble. Ils auront eu ce sujet de conversation ensemble, qui est le premier sujet que les chevaux ont ensemble quand ils se rencontrent. Si on reprend nos 4 sujets de tout à l'heure, en général, ça va commencer par quoi ? Bouger, manger éventuellement un petit peu, mais ça plutôt dans un second temps. Ils vont d'abord initier des mouvements, puis après, quand ça va se calmer un petit peu, ils vont manger un petit peu chacun de plus en plus en proximité, et puis petit à petit, il peut y avoir de la décontraction, et puis carrément un moment de partage, de grooming, une activité. Je vous remets ici nos 4 sujets, voilà, dans l'ordre où les chevaux vont l'aborder en cas de nouvelle rencontre. Tant qu'on parle de ça, important également à noter, quand 2 chevaux vont se rencontrer dans un troupeau, quand il va y avoir un nouveau cheval, ce qui est très important aussi, c'est qu'ils puissent s'observer. Dans la nature, de base, comment les chevaux se déplacent, on l'avait vu, souvent en file indienne, avec l'étalon qui va se déplacer à 1 mètre sur le côté en parallèle, ou alors il va fermer la marche. Et en file indienne, comment ? Un petit peu en zigzag. Comme ça, ils peuvent améliorer le contact visuel entre tous les membres. Ils se sécurisent entre eux, chacun se voit, chacun sait ce que fait les autres, chacun voit si tout le monde est en sécurité. Donc ça, voilà, de nouveau, on voit les motivations, les émotions qu'il y a derrière, toujours ce besoin de retour à la décontraction, ce besoin de sécurité. Ce besoin de contact visuel aussi tout le temps, C'est pour ça, on en revient à ce que je vous disais, le travail avec le regard, très important. Dès qu'on coupe le regard, on coupe le lien, on coupe la connexion. Et donc c'est pour ça, quand on veut travailler ensemble 2 chevaux qui ne se connaissent pas, pareil. On va pas commencer par les mettre nez à nez, etc. On commence par les faire marcher ensemble, en longe, en file indienne, pourquoi pas, un petit peu en zigzag, voilà, comme on a dit, chacun se visualise, chacun s'observe, sans rentrer dans la bulle de l'autre. On commence à initier un petit peu les mouvements, on peut les accompagner là-dedans aussi, voilà, venir sur ce sujet avec eux. Donc voilà, ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux études scientifiques, qui montrent que tout n'est ni blanc ni noir, tout est un petit peu gris, et puis surtout que tout n'est pas aussi simple que ce l'on croit, les interactions entre chevaux sont un petit peu plus complexes que ce que l'on a tendance à dire. Un autre petit exemple, pour terminer, il y en a beaucoup, mais bon voilà, encore un petit au passage. Dans la nature, je vous avais dit qu'il y a des groupes avec des étalons célibataires, et de l'autre côté, les familles, où on a l'étalon de la famille, et puis les juments. On a l'impression, de nouveau, que c'est très carré, on a chaque famille de son côté, avec son étalon familial, de manière très séparée. De nouveau, c'est pas aussi clair. Souvent, on peut avoir plusieurs familles, donc plusieurs étalons avec leur famille, qui vont s'allier, qui vont coopérer pour repousser les groupes d'étalons célibataires. Parce que le but, c'est toujours de protéger les juments. Et donc, au final, chaque étalon familial ne va pas se battre avec l'étalon familial du groupe d'à côté, parce qu'il y a une certaine coopération entre eux pour s'allier, pour repousser les groupes de mâles célibataires. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de rivalité entre eux non plus, mais voilà, c'est une sorte d'accord tacite où on coopère plutôt pour repousser la plus grosse menace qui est les mâles célibataires. Donc on voit que voilà, toutes ces interactions sont beaucoup plus complexes, rien n'est très tranché. C'est comme quand j'avais été en Afrique, j'avais fait un magnifique safari à cheval, et je me suis retrouvée à voir des lions avec des éléphants, des girafes, des zèbres à côté, tout le monde est absolument ensemble. Quand c'est pas l'heure pour le lion de manger, le zèbre, l'antilope, qui sont plutôt leur proie, ils sentent ça, ils ne s'en vont pas, ils restent là dans les parages, et puis quand ça sera l'heure de manger, là ils auront le temps de s'en aller. Donc voilà, vous voyez qu'on a des images un petit peu très tranchées, très claires, et que de nouveau, je vous invite toujours à garder l'esprit ouvert, à ne pas tout prendre comme une vérité absolue et vous dire non, je sais ça, alors ce sera toujours comme ça. Moi également, je passe mon temps à lire les nouvelles études, à observer encore plus et à me dire tiens, peut-être que ça, faut peut-être un petit peu plus le nuancer. Donc voilà, de rester ouvert et pas tranché. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et que vous avez encore appris des choses avec nous, que vous avez un petit peu plus compris également cette notion de bienveillance, cette notion de rigueur et de trouver le juste milieu entre les deux,
de la rigueur, de l'apprentissage, du cadre dans la bienveillance, mais également dans votre bienveillance, ne pas oublier de mettre les règles du jeu, d'expliquer qui fait quoi et comment. Donc voilà, comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour échanger à propos de tout ça. Je vous ai laissé pas mal de questions au fil de la vidéo, donc évidemment, j'attends vos retours comme toujours, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.